à se poser, qui sont déterminantes pour la suite. La première question, ça va être la détermination de la convention collective. En fonction de votre activité principale, votre code APE, bien sûr, va donner une indication, mais ça ne sera pas la seule chose à prendre en compte. Ça sera vraiment l'activité réellement exercée dans l'entreprise qui va vous permettre de déterminer la convention collective à laquelle vous rattachez ou pas, puisqu'il est possible, bien entendu, de n'appliquer que le code du travail si votre activité ne rentre dans aucun champ de convention. La convention collective va déterminer derrière les règles spécifiques applicables en plus du code du travail ou à la place de, selon la nature des règles. Et ça va aussi et surtout avoir un impact sur les classifications, les rémunérations et les différents avantages auxquels les salariés peuvent prétendre. L'impact d'un mauvais choix ou de ne pas choisir une convention, c'est que, le salarié pourrait intenter une action en justice pour réclamer des avantages, au titre d'une convention que vous n'appliqueriez pas. Donc il y a quand même vraiment un intérêt à bien choisir et à bien se positionner au départ, et en fonction de l'évolution de l'activité de l'entreprise, il peut aussi à un moment, se poser la question d'un changement de convention collective avec un process, bien sûr, bien normé, défini, et avec certaines contraintes. Mais c'est des questions, voilà, qu'il faut se poser et bien prendre en compte, pour, ne pas risquer des litiges ultérieurs. Une fois que vous avez déterminé votre convention collective, vous avez trouvé votre salarié, avant qu'il commence, il faut impérativement faire une DPAE. La DPAE, c'est la déclaration préalable à l'embauche, ce que vous avez peut-être connu, qui s'appelait auparavant DUE, déclaration unique d'embauche. Aujourd'hui, c'est DPAE. Elle se fait auprès de l'URSSAF et ça va permettre d'ouvrir tous les comptes sociaux et surtout de vous prémunir contre le travail dissimulé. Donc, une fois que le salarié est déclaré par la DPAE, vous êtes couvert pour l'accident du travail et contre tout risque de travail dissimulé. Donc ça, c'est extrêmement important parce que ce sont des sanctions qui peuvent coûter extrêmement cher en cas d'absence de DPAE. L'accusé de réception est à bien conserver dans vos dossiers du personnel. Les points qui arrivent ensuite sont également extrêmement importants puisque ça permet de bien démarrer la relation de travail. Ça va être la question de la protection sociale complémentaire. Donc, on entend par là la couverture frais de santé qui est obligatoire légalement pour tous les salariés, sauf s'ils justifient d'un cas de dispense. Mais dans tous les cas, vous devez leur proposer une couverture frais de santé prise en charge au moins à 50% par l'entreprise et une couverture prévoyance, donc prévoyance décès, invalidité, donc tout ce qui est prévoyance lourde. Il y a une obligation générale du Code du travail pour les cadres, mais selon les conventions, il y a des obligations de couverture de prévoyance qui sont plus étendues, et notamment pour des populations ouvriers employés. Donc là, c'est vraiment à vérifier, d'où l'importance de la bonne détermination de la convention. La prévoyance complémentaire, donc notamment tout ce qui va être prévoyance lourde, c'est extrêmement important. On dit souvent, si on n'en a pas besoin, c'est des choses auxquelles on a rarement recours. Pourtant, c'est capital d'y penser et de le mettre en place. Ce sont des contrats qui coûtent pas très cher. Par contre, si vous avez un défaut de contrat et qu'il y a un sinistre qui survient, c'est l'entreprise qui va être redevable des garanties conventionnelles ou légales. Et en général, ce sont des sinistres qui coûtent extrêmement cher. Et donc là, vous ne pouvez pas vous faire assurer a posteriori. Donc, voilà, il y a un gros risque associé au défaut de prévoyance. Donc, c'est pour ça qu'on attire votre attention là-dessus. Et effectivement, ce sont des sinistres qui arrivent rarement et heureusement. Pour autant, le jour où ça arrive et s'il n'y a pas de contrat, il y a vraiment un risque pour l'entreprise. Donc, importance de la protection complémentaire. Point suivant, c'est l'adhésion à un service de santé au travail, donc la médecine du travail.
Ça va être tout le suivi médical du salarié qui va en découler, et notamment la visite d'information et de prévention qui doit être effectuée dans les 3 mois suivant l'embauche du salarié. Même si les services de santé au travail ont tendance à être un peu débordés et si le rendez-vous ne vous est pas donné, vous devez au moins faire la démarche de vous inscrire à un service de santé au travail et de faire la demande de visite médicale pour le salarié. Là, c'est pareil, en cas de problématique d'inaptitude ou d'accident du travail, si ces démarches-là n'ont pas été faites, il y a un risque, de faute de l'employeur et de mise en cause de l'employeur. Et puis après, il y a toutes les formalités spécifiques qui peuvent être liées à certaines catégories de salariés. Si vous embauchez un salarié mineur, si vous embauchez un travailleur étranger ou un travailleur avec une reconnaissance travailleur handicapé, il y a un certain nombre de démarches complémentaires à faire. Ah, décidément, je vais avoir du mal à faire dérouler le support dans le bon sens, désolée. Alors, en termes d'obligations générales, Anne, je te laisse la main. Alors, concernant l'affichage obligatoire, donc là, c'est pour toutes les entreprises, quel que soit le secteur d'activité et employant au moins un salarié. Donc, autant dire que tout le monde est concerné. L'employeur est tenu de procéder à un certain nombre d'affichages dans les locaux de l'entreprise par tout moyen. Donc, l'affichage obligatoire, il y a en fait des éléments qui sont impératifs. Donc, on doit avoir les coordonnées de l'inspecteur du travail, sachant que dans le Nord, on peut avoir facilement accès en fait au nom de l'inspecteur du travail grâce au site officiel du gouvernement Je trouve mon unité de contrôle. Donc là, on pourra trouver facilement les informations. Je sais que c'est un sujet parfois. Ensuite, on va mettre les coordonnées du médecin du travail, les coordonnées du service d'accueil téléphonique contre les discriminations. On doit aussi indiquer le lieu et le mode de consultation du DURP, dont on va évoquer les formalités juste après. On doit aussi indiquer les consignes de sécurité, d'incendie et avertissement de zone de danger, les horaires collectifs de travail, les repos hebdomadaires lorsque le repos est donné un autre jour que le dimanche, les numéros de service de secours d'urgence, les textes du code pénal concernant la lutte contre les discriminations et les textes et affichettes concernant l'interdiction de fumer et de vapoter. On a aussi des obligatoires à indiquer avec l'intitulé de la convention collective qu'on a décidé d'appliquer dans son entreprise et des accords collectifs applicables, l'ordre de départ en congé, les textes concernant la lutte contre la discrimination, les textes concernant la prévention du harcèlement sexuel ou moral, les textes concernant l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes et les coordonnées de la caisse de congés payés en cas d'affiliation du secteur du BTP. À savoir que bien évidemment, nous pouvons vous accompagner au besoin pour mettre en place votre affichage obligatoire. Donc ensuite, on va avoir le registre unique du personnel. Alors ça aussi, c'est une obligation pour tout employeur dès qu'il embauche un salarié. En fait, l'employeur, il est tenu d'établir et de mettre à jour un registre unique du personnel sur lequel va figurer les informations du salarié dans l'ordre chronologique d'embauche. Donc, on va y trouver l'ensemble du mouvement du personnel du salarié dans la société. Donc, les embauches, quel que soit le type de contrat, y compris pour les intérimaires, les sorties, les modifications des conditions d'emploi. Il faut le mettre en place dès la première embauche et la conservation des données, c'est 5 ans minimum après la sortie du salarié. Donc, ça doit quand même être gardé assez longtemps. Et on doit avoir, alors c'est ça qui peut poser problème, un caractère infalsifiable et indélébile des données. Le registre est à conserver dans l'entreprise. Ça veut dire, par exemple, sur un support papier, il n'y a pas de difficulté. Mais par contre, sur des supports numériques, la question peut se poser du caractère infalsifiable. Donc, du coup, c'est important de garder en fait toutes les sauvegardes de chaque version. Donc, le non-respect des dispositions en matière d'affichage obligatoire ou de registre fait encourir une amende qui n'est pas négligeable quand même, qui est de 4e classe, soit jusqu'à 3 750 € par manquement. Donc, ça peut très vite chiffrer. On
a ensuite, autre document obligatoire, comme je vous disais tout à l'heure, le document unique d'évaluation des risques professionnels qu'on appelle régulièrement DURP. Donc, l'employeur est tenu à une obligation de résultat en matière de sécurité. C'est une obligation qui est assez lourde. Et donc, l'obligation générale et inconditionnelle qui s'impose à toute entreprise, et ce, quel que soit son effectif, ça veut dire que vous avez un salarié, il faut mettre en place un DURP. Donc, dans ce DURP, on va raisonner en fait en unité de travail. Donc, il faut évaluer les risques pour la santé et la sécurité des salariés sur leur lieu de travail. Donc, on engage une véritable démarche d'évaluation des risques professionnels. Quelqu'un qui va être itinérant, par exemple, ou commercial, n'aura pas les mêmes risques que quelqu'un qui est administratif derrière un bureau. Ce sera d'autres risques. Et transcrire les résultats de cette évaluation dans un document unique ne constitue pas une évaluation des risques. Les documents qui sont établis par le médecin du travail, la fiche d'entreprise, les fiches de données de sécurité. Ce sont des sources d'informations qui vont être utiles à l'analyse des risques, mais ce n'est pas ça qui constitue le DURP. Le DURP, c'est vraiment un document formalisé en tant que tel. L'absence et qui doit être mis à jour. Tout à fait. Et il y a des obligations, notamment avec les membres du CSE, avec une obligation de consultation, et en fonction de l'effectif de l'entreprise, il peut être mis à jour plus ou moins régulièrement. Mais c'est quelque chose qui doit être mis à jour, oui, dans tous les cas. Et l'absence de DURP à jour fait encourir une amende de 1 500 € et de 3 000 € en cas de récidive, et expose l'employeur au versement de dommages et intérêts aux salariés. Donc, c'est important et il faut le mettre en place dès la première embauche. On a aussi une autre obligation qui est la tenue des entretiens professionnels dès qu'on a un salarié. Donc, ça, c'est une obligation légale. Donc, entretien obligatoire tous les 2 ans, et qui peut être aussi suite à diverses absences telles que le congé maternité. Information du salarié lors de son embauche de l'existence de l'entretien. Alors, nous, par souci de facilité, autant le mettre dans le contrat de travail. Nous, c'est ce qu'on fait. On indique qu'il y a un entretien professionnel tous les 2 ans. Cet entretien, il doit être réalisé forcément pendant le temps de travail du salarié, et il va donner lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié. Ça, c'est très important parce que ça, notamment, c'est une preuve que vous avez bien réalisé l'entretien professionnel. Et cet entretien est en lien avec l'obligation de formation de l'employeur. Tout à fait. Et il faut savoir que tous les salariés sont concernés de l'entreprise, peu importe leur date d'embauche, leur durée de travail, temps plein ou temps partiel, ou la nature de leur contrat, sauf les travailleurs intérimaires. Et attention, parce que l'entretien professionnel n'est pas un entretien d'évaluation, c'est 2 choses différentes. L'entretien professionnel ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié, c'est un temps d'échange sur les compétences, les projets en termes de formation, de qualification et d'emploi. Tandis que l'entretien d'évaluation, il a pour objectif de formaliser les résultats du salarié sur l'année et de fixer des objectifs. Alors, cet entretien, il est facultatif, mais c'est conseillé d'être mis en place tous les ans, parce que ça peut toujours être utile, notamment en cas de difficulté avec un salarié. Il est impératif de prévoir 2 temps distincts, compte tenu des finalités très différentes de ces 2 entretiens. Et si on ne fait pas les entretiens professionnels, c'est pareil, on a pas mal en l'absence d'entretien professionnel et des sanctions financières pour les entreprises de plus de 50 salariés en cas de non-respect de cette obligation. Donc, c'est vrai que ça peut vite chiffrer en fonction de votre effectif. Et voilà, je te laisse la main pour la suite, Annabelle. Alors, voilà, donc il y a déjà beaucoup de choses à mettre en place et à prévoir donc, lors de l'embauche et dans la vie du salarié dans l'entreprise. Après, relativement au salaire, on a diverses obligations. La première, ça va être la remise d'un bulletin de salaire tous les mois, sachant qu'il y a 3 modes de remise du bulletin de salaire qui sont autorisés. C'est la remise en main propre, l'envoi postal ou le dépôt dans un coffre-fort numérique. Le dépôt dans un coffre-fort numérique, c'est vraiment quelque chose qui va avoir tendance à se généraliser, puisque depuis quelques années, l'employeur est en droit de proposer systématiquement cette remise dans un coffre-fort numérique. Et
c'est uniquement si le salarié manifeste clairement son opposition à ce mode de remise du bulletin que l'employeur sera tenu de lui délivrer un document papier. Euh, on parle bien ici d'un coffre-fort numérique accrédité officiellement. On ne parle pas du dépôt dans une GED interne et surtout et encore moins de l'envoi par mail ou autre. On a vu des clients qui remettaient, avant qu'ils arrivent chez nous, qui remettaient le bulletin de paye en les envoyant par WhatsApp, par exemple. C'est strictement interdit et ça peut vous créer des mises en cause. Le salarié peut intenter des actions en justice pour non-remise de son bulletin de paye, hein. Sur ce bulletin de paye, il y a naturellement donc un format et des mentions obligatoires à respecter. Donc, quand vous travaillez avec nous, bah forcément, vous avez les bonnes mentions. Il y a également des mentions qui sont déconseillées, ça on le sait un peu moins, mais à aujourd'hui, on déconseille par rapport justement au RGPD de ne plus mettre ni le numéro de sécurité sociale, ni le relevé d'identité bancaire du salarié directement sur le bulletin de paye. Donc voilà, important d'avoir un bulletin de paye qui soit remis, conforme. Et derrière ça, vous avez aussi, donc quand il y a un salarié qui quitte l'entreprise, tous les documents de fin de contrat à lui remettre. L'attestation Pôle emploi, même si aujourd'hui elle est dématérialisée, en général le salarié réclame quand même son document papier, mais c'est également son certificat de travail et son reçu pour solde de tout compte. Deuxième obligation liée au salaire, c'est tout ce qui va être le déclaratif mensuel. Donc avec la DSN qui doit être déposée mensuellement pour le paiement des charges et surtout la déclaration des droits sociaux des salariés, que ce soit les droits à l'assurance maladie, à la retraite ou sur la prévoyance complémentaire. Même si certains types d'entreprises peuvent payer leurs charges au trimestre, la déclaration, elle doit être faite tous les mois, avant le 5 ou avant le 15, en fonction de votre secteur d'activité et de votre effectif. Et en complément de ça, il y a toutes les déclarations d'événements qui doivent également être déclarées à chaque survenance, donc notamment en cas de maladie, d'accident de travail ou les fins de contrat. Tous ces événements sont déclarés informatiquement en DSN événementiel pour que les organismes sociaux en aient connaissance. En termes d'archivage, l'employeur a une obligation d'archiver pendant au moins 5 ans tous les documents, tous les doubles des bulletins de paye et les documents relatifs au salaire, et au moins 3 ans pour tout ce qui est relatif aux charges sociales, puisque le contrôle URSSAF peut porter sur les 3 dernières années, sachant qu'on conseille quand même au niveau des bulletins de salaire de les conserver pendant toute la durée de présence du salarié dans l'entreprise en cas de litige ou de besoin de lui remettre un autre document. Pour ça, bien sûr, on vous invite à penser aujourd'hui au coffre-fort électronique employeur pour éviter de devoir pousser les murs avec les boîtes d'archives. Anne, je te laisse parler des obligations justement liées à l'effectif. Tout à fait, parce qu'on n'a pas les mêmes obligations en fonction de son effectif au sein de son entreprise. Donc, à partir de 11 salariés pendant 1 an, on a la mise en place du comité social et économique qui est obligatoire. À partir de 20 salariés, on a l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Donc, emploi de 6% de l'effectif et obligation de réaliser la DOETH chaque année. Et ensuite, à partir de 50 salariés, on a vraiment des échelles, en fait, des échelons par nombre, entre 11, 20 et 50. Donc, on va avoir en fait la mise en place du règlement intérieur, à savoir que le règlement intérieur, on peut tout à fait le mettre en place avant 50 salariés. C'est même recommandé parce qu'un règlement intérieur, ça peut toujours être utile. On a un CSE avec des attributions qui sont élargies. Forcément, le CSE aura la personnalité juridique et aura plus de moyens avec un effectif plus grand. En fait, il y aura déjà tout simplement plus de titulaires et plus de suppléants. L'épargne salariale, on a la mise en place de la participation qui est obligatoire aux bénéfices. On a la possibilité de désigner un délégué syndical et on va avoir la NAO en fait tous les 4 ans minimum. Donc la NAO, c'est la négociation annuelle obligatoire. On a aussi à partir de 50 salariés, donc on voit déjà que les obligations sont beaucoup plus poussées en fait. À partir de 50 salariés, on a la mise en place de la BDESE.
La mise en place d'un accord ou à défaut d'un plan d'action sur l'égalité professionnelle et la prévention des risques. Donc, l'index égalité homme-femme qu'on appelle régulièrement comme cela. Et la publication annuelle, comme je disais, de l'index. Donc ça, c'est à partir de 50 salariés. Et à partir de 300 salariés, là, on va avoir l'obligation d'établir un bilan social tous les ans. Donc, qui va recenser en fait une multitude d'informations sur les données en fait de l'entreprise. Donc, je te laisse la main, Annabelle. Ah non, c'est moi encore, Oui, pardon. c'est encore toi. Donc, sur la mise en place de la relation de travail et la gestion de la masse salariale, on va démarrer quand même par le contrat de Contrat de travail. travail, tout à fait. Une de tes spécialités, Anne, donc. C'est vrai que j'en rédige pas mal. Donc, le contrat de travail, il va permettre de fixer les droits et obligations de chaque partie, employeur et salarié, ainsi que les conditions d'emploi du salarié. Donc, le contrat de travail, il a différentes formes. Ça peut être soit un CDI, donc c'est un contrat de travail durable qui est conclu sans limitation de durée, et il constitue la forme normale de la relation de travail. Tandis que le CDD, il est conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et ne doit pas avoir pour effet ni pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Donc, ça veut dire qu'un CDD, à chaque fois qu'on en conclut un, il faut pouvoir le justifier. Donc, les cas de recours, forcément, sont limités par la loi. On a le remplacement d'un salarié absent ou du chef d'entreprise. Donc, le remplacement peut être à terme précis. Et dans ces cas-là, il faut bien coller avec les dates d'arrêt, mettons, de la personne absente, ou à terme imprécis. Donc, dans ces cas-là, eh ben, le contrat de travail s'arrêtera à la fin de l'absence de la personne remplacée. On a ensuite l'accroissement temporaire d'activité qui se justifie à lui-même. Donc, dans le contrat de travail, en fait, il est possible d'indiquer un CDD pour accroissement temporaire d'activité et ne pas justifier, par exemple, que c'est lié par rapport aux fêtes de Noël, par exemple. Mais par contre, l'employeur va devoir prouver en cas de litige qu'il y avait bien un accroissement temporaire. Et on a l'exécution de travaux temporaires par nature. Donc, on a les emplois saisonniers, les contrats d'usage, les contrats extra dans la restauration, qui sont des contrats à titre dérogatoire. On a aussi des contrats dans le cadre de la formation, de Pôle emploi. Mais chaque CDD, en fait, il faut retenir que les CDD doivent être justifiés par un des motifs prévus par la loi. Donc, il peut être conclu à temps complet ou à temps partiel. Et en l'absence de contrat écrit et signé par les deux parties, le contrat sera considéré comme un CDI à temps plein. Donc, d'où l'importance de bien rédiger le contrat de travail dès l'embauche du salarié et de ne pas attendre plusieurs jours. Il vaut mieux agir rapidement parce que le risque est quand même assez élevé. Si on comptait embaucher un CDD et qu'on lui fait signer un contrat 2 semaines après son embauche, il faut savoir qu'il y a un risque en requalification de CDI si le salarié venait à se plaindre. Alors, une fois que le contrat de travail est prévu, on voulait faire un petit focus avec vous sur la masse salariale pour vos prévisions de trésorerie et vos prévisions de budget. Puisque vous avez un certain nombre de choses à prendre en compte qu'on n'imagine pas forcément lors de l'embauche. Bon, vous avez bien entendu le salaire brut qui va être négocié avec le salarié, qui va être fonction du poste occupé par le salarié, avec bien sûr l'impact de la classification en fonction de la convention et en plus le respect du minimum légal, donc du SMIC. Sachant qu'en termes d'attribution du salaire, vous devez respecter un principe d'égalité de traitement et de non-discrimination à poste équivalent, salaire équivalent. Ou alors, il faut derrière qu'il y ait des éléments objectifs qui justifient que Monsieur X gagne plus que Madame Y s'ils font strictement la même chose. Donc, il y a voilà, ce principe de détermination du salaire, donc le salaire brut. Régulièrement, les salariés négocient en net.
Faut toujours forcément le remonter en brut et on vous déconseille fortement dans le contrat de travail d'indiquer un salaire net puisque, s'il y a sur la base d'un salaire net, s'il y a des évolutions de cotisation, ça va être à la charge de l'entreprise et puis c'est surtout, est-ce qu'on parle d'un net avant le prélèvement à la source, après le prélèvement à la source, avant prise en charge des frais de la cotisation frais de santé ou après? Donc voilà, on incite vraiment à, même si le salarié vous dit: «Je voudrais autant en salaire net», inscrivez dans votre contrat de travail un salaire brut. C'est beaucoup plus sûr et beaucoup plus simple à gérer dans la durée. Donc le salaire, mais il y a également donc derrière tous les accessoires du salaire qu'il va falloir prendre en compte pour évaluer le coût global de votre salarié sur l'année. Donc vous allez avoir les primes et les avantages conventionnels qui sont obligatoires. Certaines conventions prévoient des primes d'ancienneté, des primes annuelles, des 13e mois ou une rémunération, une garantie de rémunération sur l'année. Donc ça, vous êtes obligé de l'appliquer. Vous pouvez bien entendu prévoir des choses plus avantageuses, mais le minimum conventionnel doit être appliqué. Vous avez également à prendre en compte la rémunération des heures complémentaires pour les temps partiels, des heures supplémentaires pour les temps pleins. Si le salarié dépasse la durée du travail prévue au contrat, il y a la rémunération de ces heures qui doit être prise en compte, à défaut d'une organisation du travail qui prévoit la récupération ou la modulation sur l'année. On a évoqué tout à l'heure la prise en charge à 50% des frais de santé. C'est obligatoire et pour tous les salariés, sauf si le salarié dispose d'un motif de dispense qu'il doit justifier et que vous devez contrôler. Le fait que cette couverture frais de santé soit appliquée à tous les salariés, c'est important parce que c'est ce qui va déterminer le fait que ça bénéficie d'un régime social et fiscal de faveur et donc l'exonération de la cotisation de certaines charges. Donc ça, c'est très important d'avoir quelque chose qui soit formalisé et qu'il y ait un suivi des adhésions et des dispenses. Donc pareil, même chose pour la prévoyance lourde. On y ajoute aussi la prise en charge de 50% des frais de transport en commun pour les salariés qui prennent les transports en commun. Donc cette prise en charge, elle est obligatoire, quelle que soit la durée du travail du salarié. Il faut aussi tenir compte du fait que le salarié aura droit à des congés payés qu'il devra prendre ou que vous devrez lui payer en fin de contrat. On estime, donc en général, on prend en provision 10% du montant des salaires au titre des congés payés. Également, c'est l'indemnisation complémentaire que l'employeur doit apporter si le salarié est en arrêt maladie. Il y a une obligation à partir de 7 jours d'arrêt de travail de compléter l'indemnisation en fonction de l'ancienneté du salarié. Bien entendu, les droits vont varier et conventionnellement, il peut y avoir des indemnisations qui interviennent plus vite, avec ou sans carence, et avec un nombre de jours plus ou moins important, toujours en général fonction de l'ancienneté du salarié. Sachez également que pour ces indemnisations complémentaires, il y a certaines couvertures prévoyance qui proposent des réassurances et donc de prendre en charge l'indemnisation complémentaire de l'employeur pour les arrêts de travail. Ça dépend des contrats, mais c'est des choses qui existent et qui même sont prévues dans certaines conventions où le contrat conventionnel intervient dès le premier jour ou dès le 3e jour d'arrêt de travail, quelle que soit la durée de l'arrêt. Également, à prendre en compte tout ce qui va être frais professionnels. Si vous demandez aux salariés de se déplacer, donc ces frais de déplacement sont pris en charge. Et tout ce qui va être frais de télétravail si le salarié ne dispose pas d'un local dédié ou d'un bureau. Enfin, il y a une prise en charge des frais occasionnés par le travail qui doit être accordée. Si on est sur un CDD, en fonction du motif, donc on va dire hors contrat d'usage et hors contrat, lié à une formation, il y a la prime de précarité qui est due à l'issue du contrat, qui est en général, sauf convention particulière, qui est en général de 10% des sommes versées. Ça, là, on est sur les accessoires, on va dire
obligatoire du salaire. Il y a également, on verra plus tard, des possibilités de compléter le package salarial, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, on est dans un contexte d'attractivité et de nécessité d'attirer les talents, de retenir les talents. Donc, on peut compléter ces différents accessoires pour être plus attractif auprès des candidats. À prendre en compte également le fait qu'il y a des charges salariales qu'on va déduire du salaire brut. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, si le salarié négocie en net, ça va être variable en fonction du salaire, puisque certaines d'entre vous sont peut-être familiarisées avec la question des tranches de cotisation. En fonction du niveau de salaire, il y a des cotisations qui vont se déclencher ou pas. Et on a également une exonération de charges salariales sur les heures supplémentaires qui sont rémunérées à certaines conditions. Là-dessus s'ajoutent les charges patronales qu'il faut vraiment prendre en compte dans votre plan de trésorerie, puisque là, vous venez les ajouter au salaire brut pour avoir le coût total de votre salarié. Donc, même chose, donc on va avoir un taux qui va être variable en fonction du salaire, toujours sur la question des tranches, et en fonction de l'effectif de votre entreprise. Comme on l'a vu tout à l'heure en termes d'obligations, il y a des cotisations qui se déclenchent à partir de certains seuils, même si on a aujourd'hui un mécanisme d'atténuation de ces effets de seuil qui permet pendant un certain nombre d'années de ne pas être impacté tout de suite dès qu'on franchit le seuil de 10 salariés ou de 50 salariés, mais il faut le prendre en compte dans l'évolution aussi de votre masse salariale. On a par contre des réductions de cotisation sur les heures supplémentaires et sur les bas salaires. C'est le bas salaire, c'est le mécanisme qu'on appelle classiquement réduction Fillon, mais qui est en fait aujourd'hui la réduction générale des cotisations sociales, qui permet pour les salaires proches du SMIC d'avoir des charges patronales beaucoup plus faibles. Sachant que ces réductions de cotisation ne sont pas applicables pour les rémunérations qui sont versées aux mandataires salariés. On n'en a pas, je pense, dans la salle, mais voilà, sur certains gérants qui veulent se verser une rémunération de salarié, eux ne sont pas éligibles, même s'ils se versent une petite rémunération, la totalité des charges sociales s'appliquera dès le premier euro. Petite information à savoir aussi, s'il y a un lien de parenté entre le salarié et le chef d'entreprise, il est important de vérifier l'éligibilité à l'assurance chômage. C'est une demande qui est à faire auprès de Pôle emploi pour vérifier que le salarié, malgré son lien avec le chef d'entreprise, puisse être couvert en cas de besoin par Pôle emploi. Ça, c'est à faire dès le début de la relation de travail, puisque s'il n'y a pas de prise en charge, il y a de fait pas de cotisation, donc c'est quand même plus de 4% du salaire d'économiser, mais c'est surtout de savoir si le moment venu, s'il y avait besoin d'une indemnisation Pôle emploi, d'être sûr de pouvoir en bénéficier ou de savoir qu'au contraire, on ne sera pas pris en charge. Pour éviter des mauvaises surprises, le moment où on en a le plus besoin. Pour un salarié à 35 heures, pour vous donner à peu près une idée, un salarié au SMIC va toucher net environ 1 380 € avant impôt. Enfin, après, ça dépendra de son taux personnalisé de passe. Et ça coûtera à l'entreprise 1 835 €. Donc, on a à peu près 5% de charge patronale. Si on passe sur un salaire brut de 3 000 €, en net, le salarié aura à peu près 2 375 €. Mais là, on aura un taux de charge patronale qui va passer à 37%. Enfin, alors, le lien se fait à quel niveau? En fait, dès qu'il y a un lien, il faut vérifier, en fait, il faut faire une demande à Pôle emploi. Oncle et neveu, bah, c'est quand même préférable de faire une demande parce que il est fort probable si le neveu ou l'oncle, enfin, peu importe celui qui est le chef d'entreprise, s'il n'a pas de pouvoir de signature, s'il n'a pas du tout d'impact sur la direction de l'entreprise, il est probable qu'il soit pris en charge. Maintenant, il faut quand même mieux vérifier avant pour être sûr. C'est un dossier qui est un peu long à compléter, mais c'est pas très compliqué et c'est vraiment préférable de le vérifier auparavant, enfin, pour éviter de payer à tort des cotisations et surtout pour éviter de se retrouver non pris en charge le jour où, voilà, pour une raison ou une autre, le salarié quitte l'entreprise.
Donc, dès qu'il y a un lien de parenté, c'est vraiment important de le vérifier. Alors, là, on a le coût complet du travail. À côté de ça, donc, on peut avoir des exonérations et des aides. Donc j'ai évoqué rapidement tout à l'heure la réduction générale des cotisations sur les bas salaires. On a des aides également pour l'insertion professionnelle, donc notamment, donc on va avoir tout ce qui est contrat lié à l'apprentissage, mais on a également dans certains secteurs d'activité ou sur certaines activités spécifiques les contrats PEC, donc les contrats parcours emploi compétences, les contrats CUI, les contrats les emplois d'avenir. Ça, c'est donc pour l'aide à l'insertion professionnelle. En fonction de votre activité aussi, on peut avoir des entreprises qui sont considérées comme étant jeunes entreprises innovantes ou jeunes entreprises universitaires. Là, ça permet pendant un certain nombre d'années d'avoir des exonérations. Selon votre implantation géographique aussi, on a tout un mécanisme de zones de revitalisation rurale, les zones franches, les zones de revitalisation de la défense, les emplois francs. Là, ça dépend en général à la fois de l'implantation géographique de l'entreprise, mais ça peut aussi dépendre du lieu de résidence du salarié. Pour l'aide à l'emploi des salariés qui sont issus de quartiers défavorisés. Ça, c'est les salariés ou les candidats qui peuvent mettre en avant en recrutement le fait qu'ils sont éligibles à un dispositif en fonction de leur lieu d'habitation. Et puis aussi, selon la nature des sommes versées, puisque vous avez aujourd'hui certains versements qui sont facultatifs, mais qui bénéficient d'un régime social et fiscal de faveur. C'est notamment le cas de l'intéressement, de la participation et de la prime de partage de la valeur. Prime de partage de la valeur qui est la nouvelle PEPA, donc la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat qui avait été mise en place de façon exceptionnelle il y a quelques années et qui est devenue tellement récurrente qu'on en a fait une prime pérenne qui s'appelle aujourd'hui donc la PPV, la prime de partage de la valeur. En termes d'aide, vous avez donc les aides pour l'apprentissage et l'alternance. Donc en 2023, cette année, donc pour tous les alternants recrutés avant la fin d'année, on a une aide de 6 000 € pour un contrat d'1 an. On n'a pas encore trop d'informations sur la reconduction ou non en 2024. C'est assez probable que qu'il y ait des choses qui se pérennisent. Mais ça, c'est une aide qui est très intéressante et on a eu énormément de demandes d'alternance cette année pour rentrer dans ce dispositif. On peut aussi avoir des aides régionales, des aides ponctuelles. Là, sur cette année, on a par exemple une aide de 3 000 € pour l'embauche de travailleurs d'emploi, de demandeurs d'emploi de plus de 50 ans dans la région Hauts-de-France. Ce sont des aides ponctuelles. C'est toujours intéressant en fonction du public que vous recrutez, de voir un petit peu les aides qui pourraient être accordées. Voilà, et on disait donc en termes d'avantages sociaux, si vous cherchez à jouer sur l'attractivité de l'entreprise en termes de recrutement, de fidélisation, on peut jouer à la fois sur des avantages monétaires et des avantages non monétaires. Les salariés en sont plus ou moins conscients, et c'est pour ça que c'est intéressant aussi quand vous les mettez en place de bien communiquer dessus, ça peut passer par un bilan social individuel qui est remis aux salariés avec la valorisation de l'ensemble du package. Donc en termes de rémunération, on a déjà fait un peu le tour avec tout ce qui est salaire de base et les primes qui vont autour. La rémunération variable, si vous le souhaitez, en fonction d'objectifs. Là, par contre, c'est important s'il y a une rémunération variable, de bien le formaliser, que les objectifs soient clairement définis. Vous avez tout ce qui va être avantages sociaux, donc il y en a certains qui sont obligatoires, donc la prévoyance, la santé, mais vous pouvez toujours aller au-delà de l'obligation légale. Pareil en termes de retraite, c'est souvent des contrats de retraite supplémentaires qu'on vient proposer aux salariés, donc des contrats qui viennent compléter la retraite de base et la retraite complémentaire avec des cotisations souvent prises en charge par l'employeur. Après, on a les tickets restaurants, tout ce qui peut être avantage en nature. On voit que assez souvent, ce qui va être les véhicules. Un peu plus rarement, ça va être l'avantage en nature logement. Vous avez des salariés que vous devez loger sur place.
On peut avoir la prime transport et le forfait mobilité durable pour venir compléter et prendre en charge un peu le coût du transport. Les chèques vacances également qui peuvent être proposés aux salariés, soit par le CSE, si vous avez un CSE donc de plus de 50 salariés avec une fonction de prise en charge des œuvres sociales, ou directement par l'employeur dans les plus petites structures, mais c'est une possibilité d'avantage à mettre en place. Et puis donc sur les avantages qui vont être moins monétaires, vous allez avoir tout ce qui va être la formation, les RTT, tout ce qui va être la durée du travail, le fait de pouvoir par exemple moduler ou d'avoir une durée du travail réduite sur des forfaits jours qui vont être inférieurs à ce qui se rencontre classiquement. Enfin, tout ce qui va être conditions de travail, parcours de carrière. Tout ce que vous allez pouvoir faire derrière sur la notion de bien-être, de QVT, donc qualité de vie au travail, hein, et qui va développer donc le sentiment d'appartenance, de fierté autour de votre entreprise. Et ça fait partie de tout ce qui va être climat social, mais c'est aussi ce qui permet aux salariés d'être fidélisés et de se sentir bien dans l'entreprise et d'y rester durablement. Enfin, alors, il y avait une petite question. La PPV devient pérenne. Cela veut-il dire que nous restons sur les mêmes critères que 2023 ou y a-t-il eu des changements? Anne, il n'y a pas eu de changement, mais après, je dirais, ça dépend de la façon dont vous l'avez formalisé. De toute façon, les DUE PPV, elles sont à durée déterminée, hein, généralement. C'est très, très, enfin, je déconseille fortement parce que les critères, ils évoluent dans tous les cas. Et non, on est toujours bien sur les mêmes critères. Donc, la DUE, bah, il est possible de refaire la même chose si les critères ont bien été mis la première fois, bien sûr. Mais c'est les mêmes critères. On n'a pas eu de changement pour l'instant. Les critères ont déjà été élargis une fois et on est resté là-dessus. Après, vous pouvez aussi moduler vos critères d'attribution en fonction de ce que vous voulez verser ou non. Enfin, vous avez pu verser, voilà, c'est en fonction de ce sur quoi vous avez joué. Mais je dirais, c'est voir un petit peu comment vous l'avez présenté, puis quel est l'objectif derrière recherché. Alors, donc, sur cette période de rentrée, on a fait aussi un petit focus donc, sur l'alternance et sur les stages. Contrat d'alternance, aujourd'hui, on a deux grands types de contrats. On a le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Enfin, l'apprentissage, c'est de la formation initiale qui va être dispensée dans un CFA. Enfin, donc, tous les centres de formation ne sont pas reconnus comme CFA. Vous pouvez embaucher un apprenti en CDD ou plus rarement, mais ça se fait également en CDI, pour des contrats qui vont de 6 mois à 3 ans et jusqu'à 4 ans pour les travailleurs reconnus handicapés. Donc, en termes d'âge, ça s'adresse aux jeunes de 16 à 29 ans et jusqu'à 34 ans dans certains cas, sans limitation d'âge sur certains cas particuliers. Et dans ce type de contrat, la formation, c'est 25% de la durée du contrat. Pendant que l'apprenti est à l'école, il est payé comme s'il était dans l'entreprise. Sachant que la rémunération, elle est comprise entre 27% du SMIC et 100% du salaire minimum conventionnel. Ça va être ça déterminé en fonction de l'âge, du niveau d'études, du nombre d'années d'apprentissage chez vous, mais aussi précédemment. Enfin, si le salarié était apprenti dans une autre entreprise, il y a une obligation de reprendre aussi l'ancienneté d'apprenti. Et il y a une exonération de cotisation salariale, plus l'aide à l'apprentissage qu'on a évoqué tout à l'heure. Le contrat de professionnalisation, donc là, c'est considéré comme une formation qualifiante. Les contrats vont de 6 à 12 mois. En termes de bénéficiaires, c'est un public un peu différent puisque c'est pour les jeunes de 16 à 25 ans qui vont compléter leur formation. Pour les demandeurs d'emploi de 26 ans et plus, sans limite d'âge, donc pour certains cas particuliers, notamment donc les travailleurs handicapés ou les bénéficiaires de minima sociaux. Là, on va avoir une formation qui représente entre 15 et 25% de la durée du contrat et une rémunération qui va être entre 55% et 100% du SMIC. Mais sur ce type de contrat, il n'y a pas d'exonération de charges spécifique. Les deux contrats bénéficiant de la réduction bas salaire, mais le contrat d'apprentissage, en général, il est un petit peu plus avantageux pour les salariés.
Comment conclure un contrat d'alternance? Il va être important donc, de désigner un tuteur ou un maître d'apprentissage qui va remplir donc, certaines conditions. Donc, il faut avoir au moins 2 ans d'expérience dans la qualification visée par le contrat pour être tuteur d'un contrat de prof. Euh, il faut être titulaire d'un diplôme du domaine professionnel de la formation de l'apprenti ou avoir 3 ans d'expérience dans la qualification visée par le contrat. Sachant qu'un tuteur, c'est 3 salariés maximum en contrat de pro et 2 si c'est l'employeur directement. Et un maître d'apprentissage, c'est 2 apprentis. Ça, c'est important en fait d'avoir ce lien, de bien vérifier que la qualification permet d'encadrer un contrat d'alternance. Le contrat d'alternance étant à la base un contrat pour former le salarié. C'est pas une aide pas chère à utiliser dans l'entreprise. Si vous êtes artisan plombier et que vous voulez prendre un master en RH pour vous aider, ben non, ça va pas fonctionner. Si vous n'avez pas de diplôme, en plus de votre CAP de plombier, si vous n'avez pas de diplôme de RH. Donc voilà, il y a important en fait qu'il y ait cette transmission de savoir et c'est ça qui va être vérifié et qui va permettre de valider le contrat. Ce contrat, donc, il doit être formalisé par un CERFAF spécifique donc, selon le contrat, qui doit être signé avec l'alternant et déposé et validé auprès de l'OPCO. Ce dépôt doit se faire dans les 5 jours qui suivent le début du contrat pour que vous puissiez bénéficier à la fois des aides à l'alternance qu'on a évoqué tout à l'heure, mais surtout, et là c'est très important de bien le vérifier, la prise en charge du coût de la formation, sachant que certains organismes de formation s'alignent sur les prises en charge OPCO, mais certains organismes de formation demandent aussi des suppléments. Donc, il peut y avoir un reste à charge. La formation n'est pas forcément gratuite pour l'entreprise. C'est un point qui est à bien vérifier parce qu'on a des clients qui ont eu des surprises en ayant un reste à charge et parfois important sur certaines formations, on va dire, assez élitistes, où il y a des fois 4 000 à 5 000 euros à rajouter sur l'année au niveau de la formation par rapport à la prise en charge OPCO. Donc, bien sûr, donc, tout ça, c'est détaillé dans la convention de formation que vous devez signer avec l'organisme de formation et où vous vous engagez à prendre en charge les frais de formation. Donc, c'est là qu'il faut bien vérifier le coût et solliciter votre OPCO pour voir un petit peu ce que ça peut potentiellement vous coûter à l'issue de la prise en charge. Donc, en général, les OPCO sont plutôt de bons conseils et vous accompagnent bien sur ces démarches-là. En principe, les CERFA sont rédigés par les écoles. On se rend compte cette année que de moins en moins, les écoles se mouillent de moins en moins dans le processus. Auparavant, c'est vrai que les CERFA étaient rédigés par les écoles et déposés directement par les écoles auprès des OPCO. Visiblement, ils ont de moins en moins envie de le faire et de plus en plus, les clients se retrouvent un petit peu démunis par rapport à ça. Donc, nous, quand on peut, on essaye de vous accompagner, sachant qu'on n'est pas forcément expert en codification des différents diplômes. Donc, c'est pas, voilà, ça reste de la technique liée à l'enseignement et on a toujours quand même besoin que l'école se mouille un petit peu sur le sujet. Voilà, donc en termes, on en a déjà, on rappelle rapidement donc les aides financières pour l'embauche d'un alternant. Donc cette année, donc pour les contrats conclus jusqu'en fin d'année dans les entreprises de moins de 250 salariés et pour les formations jusqu'à Bac+5, on a un montant de 6 000 euros par alternance, ce qui est très intéressant parce que pour certaines formations, notamment sur des jeunes, puisque plus le salarié est jeune, plus le pourcentage de rémunération va être faible, mais l'aide peut couvrir une bonne partie de la rémunération de l'alternant. Pour les contrats de professionnalisation, pour certains publics, on a des aides aussi spécifiques. Donc, pour les demandeurs d'emploi de plus de 26 ans, on peut avoir une aide de Pôle emploi, donc jusqu'à 2 000 euros. Ou pour les salariés qui sont titulaires d'une reconnaissance travailleurs handicapés, là, on peut avoir jusqu'à 5 000 euros d'aide de la GFIP en complément. Petit point sur les stagiaires. Donc, les stagiaires doivent, pour intervenir dans l'entreprise, avoir une convention de stage qui est signée par l'école, vous
et le stagiaire, bien sûr. Ça, c'est important parce que ça vous permet d'être couvert contre le travail dissimulé et pour les accidents du travail. Donc, la convention, elle doit toujours être signée avant que le stage ne démarre. Stage qui peut être jusqu'à 6 mois par an et par stagiaire, et 3 conventions de stage en même temps dans les entreprises de moins de 20 salariés. Ça pour éviter que, certaines entreprises ne tournent qu'avec une majorité de stagiaires. Et bien sûr, il y a un tuteur de stage qui, doit encadrer maximum 3 stagiaires en même temps. L'objectif étant toujours de, favoriser la formation et l'apprentissage de l'étudiant lorsqu'il est présent dans l'entreprise, pas uniquement d'être, une ressource pas chère. Alors ça, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de contraintes qui sont mises pour éviter les abus sur les stages qui ont pu se rencontrer par le passé. Sachant que le stagiaire n'est pas un salarié, donc là, vous n'avez pas de DPAE, pas de visite médicale à effectuer. Par contre, il a quand même droit à certains avantages, notamment les titres restaurants ou l'accès au restaurant d'entreprise et à la prise en charge de ses frais de transport en commun. Il y a également, une gratification minimale à verser pour les stages qui, seraient de plus de 2 mois. En dessous de 2 mois, il n'y a pas d'obligation à le rémunérer. Vous pouvez, mais ça n'est pas obligatoire. Donc plus de 2 mois, il y a une rémunération obligatoire qui est d'au minimum 15 du plafond horaire de la sécurité sociale, ce qui fait 4,05 € de l'heure en 2023. Enfin, et on calcule ça par rapport au nombre d'heures de stage effectués réellement au cours du mois. Donc ça peut varier en fonction, du nombre de jours ouvrés du mois. Enfin, sur les charges sociales, donc si on reste sur cette gratification minimale, il n'y a pas de charge sociale, ça n'est pas une rémunération, ça n'est pas soumis à charge. Le bulletin de paye n'est pas obligatoire. On conseille quand même d'en remettre un parce que ça atteste que vous avez bien rempli votre obligation de versement de la gratification aux stagiaires. Si vous décidez de verser plus, il y a certaines conventions collectives qui imposent des rémunérations de stages plus importantes ou certaines écoles aussi qui imposent des rémunérations de stagiaires plus importantes. Donc là, si vous êtes au-dessus des 4,05 € de l'heure, la différence, là, va être soumise à contribution sociale et il faut donc là, obligatoirement, remettre un bulletin de paye, déclarer le salarié en DSN pour payer vos cotisations. Voilà pour le petit panel, d'obligations et de mise en place des différents contrats. Donc bien entendu, on ne peut pas tout aborder sur un format d'1 heure en distanciel, mais si vous souhaitez aller plus loin, on a l'organisme KPMG Academy qui fait partie du cabinet, qui peut vous accompagner, sur différentes thématiques, sur l'actualité sociale ou sur des parcours sur mesure. On a notamment les cercles paye, qui là se démarre pour l'année à venir avec des rendez-vous récurrents, enfin, et des échanges sur l'actualité et des thèmes techniques. Mais on peut aussi vous intervenir sur des formations sur l'administration du personnel, les tableaux de bord, la mise en place du CSE, les entretiens pro. Voilà, en fait, on a un panel d'experts qui peut, selon le sujet dont vous avez besoin, intervenir en formation avec une prise en charge de votre OPCO pour la mise en place de formations. Soit vous vous raccrochez à des sessions inter-entreprises ou on peut organiser des sessions sur mesure. Voilà, en tout cas, on espère que ça a répondu à vos attentes. Est-ce que vous avez des questions complémentaires ou des besoins particuliers, des remarques? Anne et moi sommes à votre disposition. Enfin, Vous pouvez activer votre micro si vous le souhaitez. on voit qu'il y a quelqu'un qui est en train Oui. d'écrire. Alors, un webinaire sur l'embauche des travailleurs étrangers.